Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. 4 morts par électrocution. L'acte s'est passé cet après-midi à Gessia Centre dans la commune du même nom. Il s'agit des agents qui étaient allés implanter les poteaux du réseau Internet. La consternation était grande sur les lieux. Promotion de la bonne gouvernance, la société civile a-t-elle un rôle important à jouer? Nous posons la question à un acteur dans ce journal. Ce dernier estime déjà qu'il faut combattre la corruption et la délinquance économique, entre autres. Sa réaction, c'est dans ce journal. Dans ce journal également, nous vous enverrons à la rencontre de Fatmata Camara, âgée de 124 ans, avec plus d'un demi-siècle de vie, plus d'un siècle j'y arrive, de son enfance durant la colonisation à l'indépendance de la Guinée, en passant par les bouleversements du XXe siècle. Fatmata Camara a du vécu à raconter. C'est tout pour le sommaire. 4 personnes ont trouvé la mort cet après-midi par électrocution à Gessia Centre. Ce sont des agents déployés dans le cadre de l'implantation des poteaux du réseau Internet. Nous ne pouvons pas diffuser certaines images à cause de leur sensibilité. Balatin Kiano, président du conseil de quartier de Gessia Centre, est allé constater les faits. Suivez son témoignage. Bon, les victimes, c'est apparemment des gens qui sont en train de planter les poteaux pour la fibre optique. Donc c'est une société sous-traitante qui est venue exécuter ces travaux pour planter les poteaux qui doivent abriter les câbles. Mais malheureusement, ils sont venus, il n'y a pas eu une communication en amont. Parce qu'ils travaillent à côté des câbles de haute tension. Et quand la grue a élevé ces poteaux, c'est venu à hauteur des hautes tensions. Malheureusement, ça a touché. Et celui qui était en bas, qui s'occupait d'orienter le potelet dans le trou, a été la première victime. Et malheureusement, les autres n'ont pas compris quand il a appelé à l'aide. Ils se sont aussitôt précipités pour venir l'aider. Vous savez, le principe de courant. Les 2 autres aussi ont été récupérés par la haute tension. Finalement, c'est le 3e et c'est la 4e personne dont on ignore la situation actuellement qui est partie à l'hôpital pour des soins. Mais c'est un incident vraiment déplorable. On aurait compris avant de faire ces genres de travaux d'élargir la communication au niveau de l'EDG pour couper la haute tension. Vous savez, s'il n'y a pas de communication, on sera toujours exposé à ces genres de drames. Ces jeunes gens viennent de perdre malheureusement la vie. C'est déplorable, ils sont partis à l'âge de fleurs étant en train de chercher leur pain quotidien. Et puis, la bonne gouvernance passe forcément par la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière, entre autres. Pour cela, la société civile a un rôle à jouer dans la promotion de la bonne gouvernance à travers la veille, les dénonciations et les alertes sur les dérapages financiers. On se le Baldé pour en savoir davantage. Qui parle de la bonne gouvernance parle véritablement de la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, entre autres. Et la société civile, dans son rôle de veille, d'alerte et de dénonciation, doit toujours assumer cette mission pour la bonne marche de cette vision. Les pouvoirs publics doivent rendre compte de leur gestion et cela en toute transparence. C'est l'avis d'Ibn Conté, acteur de la société civile guinéenne. Enfin, la bonne gouvernance, c'est la reddition des comptes. Ceux qui sont investis d'une passion de responsabilité rendent compte de leur gestion. Et quand ils sont interpellés par les citoyens et par les journalistes qui se mettent à leur disposition pour leur donner des informations sur la mission qu'on leur a confiée, la mission des services publics. La bonne gouvernance veut dire aussi qu'il y a la traçabilité des dépenses publiques. Aujourd'hui, nous avons un budget qui est de plus en plus lisible et qu'il n'y a pas de dépenses extra-budgétaires. Et quand il y a des rentrées spectaculaires de fonds, et tout de suite on convoque une session extraordinaire du CNT pour la loi des finances rectificatives. Je crois que tout est exécuté dans le cadre du budget. Aujourd'hui, même les dépenses qui n'ont pas été exécutées au cours de l'exercice passé ont été reconduites et l'État est jugé condamné dans certains dossiers et les paiements sont enclenchés au niveau de la dette publique. Les citoyens sont libres de dénoncer quand ils constatent des dérives sur la gestion des finances publiques, déclare notre interlocuteur. En fait, la bonne gouvernance prend ça en compte. Quand il y a une volonté manifeste de lutter contre ce genre
dérives, de ce genre de vices qui obèrent les finances publiques, on peut parler de la bonne gouvernance à ce niveau. Quand les pouvoirs publics n'entrent pas le travail de la justice, quand le droit des citoyens est préservé. Et quoi qu'on dise dans notre pays, il y a les citoyens justes du droit, de la liberté d'expression, et des médias sont libres d'exercer leur profession. Ces derniers temps, plusieurs commis de l'État ont été accusés de détournement de fonds et de mauvaise gestion au niveau de leurs services. C'est le cas de la douane et de l'Office guinéen de publicité OGP, où les directeurs généraux se trouvent actuellement sous les projecteurs de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Sur un autre plan, l'importation des ouvriers étrangers aux dépens de la main-d'œuvre locale qualifiée et la contraction des dettes pour la réalisation des projets préoccupent l'économiste guinéen Mohamed Lamine Camara. Il invite l'État guinéen à miser sur la mobilisation des ressources internes. Reportage à Mamadou Tanouba. L'économiste Mohamed Lamine Camara est préoccupé par les chantiers routiers ouverts un peu partout en Guinée. Il s'interroge sur le recrutement d'ouvriers expatriés à lieu et place des locaux. Et lorsque vous faites des grandes réalisations, vous recrutez tant peu soit-il des couches oubliées, c'est-à-dire les gens qui ont fait l'école professionnelle, etc., etc. Des gens qui n'ont pas peut-être certaines formations professionnelles, mais qui ont des métiers, les maçons, etc., des ferrailleurs. Donc, c'est l'idée principale du NEPAD. Mais la façon dont c'est réalisé dans nos différents pays actuellement, sur les chantiers, nous voyons une floraison, un grand nombre d'ouvriers importés. Et pour des missions techniques qu'on peut trouver sur place. L'autre préoccupation de Mohamed Lamine Camara est de savoir si la Guinée ne s'appauvrit-elle pas en contractant des dettes pour la réalisation des grands projets. Plus le mur de la dette prend de l'épaisseur, plus celui qui prête reste dans le besoin de financement. Parce que si la dette n'aide pas à s'en passer de la dette, c'est que cette dette est à rejeter. Je suis un économiste, je ne peux pas retirer à la dette son pouvoir sur le développement d'une nation. Les États-Unis aujourd'hui, ils sont endettés, la France, etc. Ils sont endettés par des prêts extérieurs. Mais ça a participé à leur développement. Aujourd'hui, la Guinée seule, de l'indépendance à ce jour, est-ce que le prêt que nous avons eu à prendre, la dette extérieure, le cumul ne dépasse pas cela. Donc cela doit nous donner une réflexion par rapport à la dette. L'économiste Mohamed Lamine Camara invite à l'État guinéen de compter plus sur la mobilisation des ressources internes que de miser sur les dettes. Et puis l'humanité célèbre ce 20 décembre la journée internationale de la solidarité humaine, une occasion de promouvoir la diversité, l'unité et de rappeler les engagements des gouvernants, également encourager le débat sur comment promouvoir la solidarité pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Notre reporter Ansoubaï Lobaldé a rencontré un sociologue pour évoquer l'importance de cette journée. Plus les peuples du monde sont solidaires entre eux, plus les conflits diminuent et cela aboutit au développement pour tous. C'est l'analyse faite par Djigiba Koulako Traoré. Pour ce sociologue, il est important que chacun travaille pour maintenir la solidarité où qu'il soit. C'est un appel en lien avec la Journée internationale de la solidarité humaine célébrée le 20 décembre de chaque année. Si les peuples sont solidaires entre eux, il y aura moins de conflits. S'ils sont solidaires entre eux, il y aura moins de tumulte. S'ils sont solidaires entre eux, tout ce qu'on va envisager sera dans l'intérêt de l'humanité, sera dans l'intérêt des différents peuples, sera pour le développement, pour l'épanouissement de ces différents peuples. Au niveau des peuples de l'Afrique, lorsque nous partons en Europe et nous voyons combien de fois nos parents vivent, qu'ils soient africains du nord de l'Afrique, du centre, du sud, de l'ouest, de l'est, on est écœuré par cette situation.
Pour le cas de la Guinée, le peuple a une chance d'avoir un métissage culturel et linguistique à travers le pays. Cette diversité est bien réelle, comme le témoigne le sociologue Djigiba Koulako Traoré. Ah, bien sûr, vous savez, la diversité culturelle en Guinée, souvent je le dis à mes étudiants en fac, je dis que nous avons une chance en Guinée, c'est que nous avons le syncrétisme religieux et le syncrétisme culturel, et même le syncrétisme linguistique. C'est-à-dire que nos langues sont beaucoup plus métissées maintenant. Eh bien, moi je suis de Kinyabakura, dans Sigiri. Mais le maninka que je parle, mes enfants ne parlent pas ce maninka-là. Le maninka parlé par mes enfants est un peu, si je peux me permettre, pour reprendre un peu Amadou Ampateba, est socialisé. Autrement dit, il y a l'influence du soussou dans le maninka que, n'est-ce pas, mes enfants parlent. Et quand vous prenez le poulard, c'est la même chose. Quand vous prenez le guerzé, c'est la même chose. La journée internationale de la solidarité humaine est une occasion de rappeler l'importance de la solidarité pour réaliser les objectifs internationaux comme les programmes d'action des conférences internationales et les accords multilatéraux. Je vous le disais en titre, elle a traversé plus d'un siècle de l'histoire de la Guinée et du monde. À 124 ans, Fatoumata Camara, véritable mémoire vivante, continue de partager sa sagesse et ses souvenirs avec ses proches. Résidant à Anta, ici même à Conakry, elle est entourée de 4 générations de petits-enfants nés de sa seule et unique fille décédée de son enfance durant la colonisation à l'indépendance de la Guinée, en passant par les bouleversements du XXe siècle et suivant. Fatoumata Camara a tout vu et tout vécu. Aujourd'hui, ses proches se souviennent avec émotion de cette femme extraordinaire, symbole de résilience et de longévité qui inspire encore ceux qui ont la chance de la connaître. C'est un grand format réalisé par Amara Bangoura et Bangali Camara. Fatoumata Camara est née en 1900 selon les résultats d'un test IRM récemment réalisé. Une année qui ouvre le XXe siècle, marquée par des avancées technologiques et scientifiques, des grands bouleversements intervenus dans le monde et par des luttes contre la colonisation en Guinée. Âgée de 124 ans, elle réside à Anta, dans une famille où elle est considérée comme une mémoire vivante. Elle garde encore à mémoire des faits de certains événements survenus en Guinée. Pour ce qui est de Sékou Touré, je m'en souviens très bien. Il vivait sous la tutelle de son frère Mamadou Touré à Kolewondi, chez qui il a terminé sa jeunesse avant de s'engager en politique. Cela a coïncidé à l'arrivée du général de Gaulle. Sékou Touré se présenta pour devenir président, chose qu'il avait réussi. Fatoumata se souvient encore avec une clarté surprenante de l'agression portugaise du 22 novembre 1970 qui visa à renverser le régime de Sékou Touré alors qu'elle avait 70 ans. Le jour où l'attaque des Portugais a eu lieu en Guinée, nous étions au port de Bonfim. Mais heureusement, nous avions fini d'acheter pour rentrer. Personnellement, je l'avais pour moi pour l'assécher. Soudain, Conakry est pris de panique en ce moment. Les coups de fusil retentissaient partout. Vivre 124 ans et tenir bon est un don rare dans une communauté où l'espérance de vie se résume à 60 ans. Chez Fatoumata Camara, plusieurs facteurs ont contribué. Ce qui m'a permis d'atteindre cet âge, c'est le pardon envers les autres, la bonté et le contentement. En matière de l'abstinence, j'ai beaucoup fait. J'ai obéi à mes parents et je suivais ce qu'ils me disaient. Fatoumata Camara, de toute sa vie, n'a eu qu'une seule et unique fille, Makondé. Décédée, celle-ci a fait 13 enfants qui ont permis à leur grand-mère de voir 4 générations de petits-enfants, dont Fatoumata Camara. Depuis l'incident qui a immobilisé la grand-mère il y a 1 an, la jeune mère de famille s'occupe de la vieille dame. Avant qu'elle ne tombe et qu'elle soit immobilisée, personne ne transportait son seau d'eau aux toilettes. C'est elle-même qui le faisait. Les vendredis,
Elle pouvait aller seule à la mosquée située à des centaines de mètres. Dans le quartier, elle partait où elle voulait, sans l'aide de quelqu'un, et mange elle-même. Aujourd'hui, Fatoumata Camara continue de partager ses précieux souvenirs et ses sages conseils avec ses petits-enfants et le voisinage, offrant une véritable bibliothèque vivante à la nouvelle génération. La vie qui est avec nous, on le suit du matin au soir. On est là ensemble, mais il n'a pas de problème. Alors que les années défilent et que la modernité progresse à pas de géant, Fatoumata Camara incarne la sagesse d'une époque révolue, une véritable leçon de résilience et d'humanité pour des générations futures. Cap sur la sous-préfecture de Kalinko à Dinguiraye. Là-bas, les jeunes s'adonnent à la pratique du football, mais ils sont souvent confrontés à une dure réalité. C'est le manque d'aménagement de leur stade sous-préfectoral. À cela s'ajoute le manque de compétition en période hivernale. Mamadou Tanouba, reportage. Nous sommes à Dinguiraye, précisément dans la sous-préfecture de Kalinko. Ici, comme partout ailleurs en Guinée, le passe-temps favori de la jeunesse est le football. Le stade sous-préfectoral est souvent pris d'assaut par des jeunes qui prennent très au sérieux leur passion. Les différents clubs amateurs de la commune rurale de Kalinko s'entraînent dans la poussière pendant la saison sèche. C'est nous qui faisons tous nos biens ici. Les maillots, les chaussures ainsi que les ballons. Nous n'avons rien à faire. C'est nous qui faisons notre propre contribution et nous gestons les instruments de jeu. Nous avons assez de difficultés, comme je viens de le dire. Nous n'avons pas de ballon, nous n'avons pas le moyen. Nous sommes des élèves. C'est que si nous n'avons pas eu l'argent pour acheter nos biens, nous n'aurons pas. Sauf nos grands frères qui sont à l'extérieur et aussi se débrouillent un peu pour nous envoyer des maillots, parfois des gilets. Mais même là où nous sommes comme ça, nous n'avons pas de ballon. On n'a qu'un seul ballon ici, mais ce ballon aussi est presque percé. Nous venons pour jouer ici. Nous entraînons très bien. Il y a des difficultés ici parce qu'on n'a pas de pieds ici pour s'y entraîner. Mais on se débrouille petit à petit. À Kalinko, les rares compétitions se tiennent à l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski avec l'arrivée massive des fils de la localité. Hormis cette période, c'est des matchs amicaux que les clubs informels organisent pour permettre aux jeunes de rester en jambes. Ibrahima Baldé est l'un des encadreurs des jeunes footballeurs de Kalinko. Là, on se débrouille. Il y a de bonnes volontés, mais pas. Sauf quand il y a la fête de Ramadan, le jeune qui vient, il y a une association ici qui les aide un peu. Mais avec tout ça, il y a un manque de moyens un peu. Les jeunes se débrouillent pas mal, mais vous-même, vous voyez comment l'état du terrain, quand la pluie vient, on ne peut pas jouer. Le développement du sport à la base passe nécessairement par l'investissement dans les infrastructures, toute chose qui pourrait facilement favoriser la détection des jeunes talents dans l'arrière-pays et leur encadrement. Place à la culture, précisément à la percussion, pour terminer une danse culturelle qui continue de passionner des jeunes Guinéens. Ce soir, nous allons à la rencontre de la troupe Les Ballets de Matam. Créée en juillet 1991, plus de 30 ans après, elle continue de créer de l'emploi pour des jeunes qui s'épanouissent malgré les difficultés. Germaine Mansaré et Ousmane Kamara. Un mélange de sonorités à la base d'instruments traditionnels pour des pas de danse très rythmés. Dans cette maison des jeunes de Matam, tout est mis en place pour créer cette atmosphère festive. Fondée en 1991, la troupe Les Ballets de Matam continue son envol. Plusieurs générations se sont succédées, mais le groupe est toujours en place. J'étais percussionniste administrateur. Devenir directeur artistique de la troupe, c'était en 2010. Il se trouvait que nos aînés étaient déjà décédés, qui ont eu l'aimabilité, qui ont accepté vraiment de mettre cette troupe en place avant leur décès. Au-delà d'un groupe de percussion, la troupe Les Ballets de Matam est un centre de formation qui a permis à de nombreux jeunes de s'épanouir. Nous éduquons, nous formons, nous faisons l'insertion socio-professionnelle et économique. Parce que la plupart de ces artistes formés
à travers la troupe depuis belle lurette, sont dans l'Occident aujourd'hui. Ils font belles choses pour leurs parents, économiquement, parce qu'ils ont pu construire des maisons pour les parents. Donc ça apporte beaucoup pour le pays. La culture qui a permis à la Guinée de se hisser haut sur l'échiquier mondial il y a quelques années, Dantouma Jacques Souma plaide pour un soutien de celle-ci. Il est convaincu qu'avec le minimum d'appui, le pays pourrait bénéficier encore plus. Grâce à la culture, la Guinée a eu la télévision nationale en 1977 à travers la Libye. Donc la culture fait beaucoup de choses pour la Guinée. Nous devons vraiment la soutenir, comme je l'ai dit avant. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.